Euh, donc, je vous propose de partager avec vous mon analyse. La communication que je vous propose s'intitule Périté, P-A-I-R-I-T-E, ou mettre du sens à l'expérience rare entre pairs. Et elle aurait pu être intitulée également Co-construire du savoir expérientiel. Mon analyse donc va concerner ce qu'apporte l'expérience rare ou seulement plus rare, hein, c'est plus ou moins rare, ce qu'elle apporte donc au soutien et à l'accompagnement par les pairs. C'est une analyse qui se situe dans un cadre théorique préexistant, qui est porté par Berger et Luckmann, mais aussi par Schutz, et elle est fondée sur un matériau qui est recueilli dans le cadre d'une enquête de type ethnographique au long terme. En effet, ça fait près de 10 ans que j'enquête. Ce recueil de données a été engagé sur plusieurs terrains, parallèlement ou successivement, et c'est la raison pour laquelle j'évoquerai des situations variées de personnes vivant avec ce qui est couramment appelé handicap, maladie chronique, troubles santé mentale et autres. Toutes ces situations ont en commun d'être suffisamment rares pour que notre société n'ait pas produit et ne mette pas à disposition les savoirs qui permettent de mieux comprendre ces expériences individuelles. Alors, prenons un exemple de situation rare, sinon cette affirmation peut sembler un peu présomptueuse ou un peu invraisemblable. Imaginez que vous soyez aveugle et que vous vous rendiez seul et pour la première fois dans un lieu de villégiature pour vos vacances. Eh bien, selon vos besoins, ça dépend complètement, le voyage en train sera peut-être relativement encadré par les agents de la SNCF. Mais, une fois arrivé sur site, donc en gare, comment faites-vous? Le chien guide, la canne blanche ne seront probablement pas suffisants pour vous permettre de vous orienter jusque dans un lieu que vous ne connaissez pas et dans une ville que vous ne connaissez pas. Autrement dit, pour la plupart d'entre nous, nous avons l'habitude de penser que à situation de handicap égale compensation standard. Si vous avez une difficulté pour marcher, par exemple, alors il est logique de vous fournir un fauteuil. Je résume, je fais vraiment très simple, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous oublions de nous intéresser à tous les savoirs nécessaires à la vie quotidienne. Mais vraiment, dans ses moindres détails. Nous ne savons pas faire avec la situation rare. Nous ne savons pas nous orienter aveugles dans un lieu inconnu. Nous ne connaissons pas les savoirs nécessaires pour cela. Ça ne nous a pas été transmis. Alors que, concernant la situation la plus courante, être voyant et se rendre seul pour la première fois dans un lieu de villégiature pour ses congés, nous savons faire. Nous avons appris à nous orienter avec la signalétique routière, les cartes dans les abribus, les GPS du smartphone, etc. Et nous savons arriver à bon port sans encombre. Cependant, nous mobilisons pour cela de nombreux savoirs que nous avons appris progressivement depuis l'enfance et qui nous ont été pour la plupart transmis. Ces savoirs de la vie quotidienne ne sont donc pas innés, mais acquis au cours de notre socialisation. Ils participent maintenant progressivement de notre expérience. Nous savons faire avec et nous n'imaginons même pas faire sans. Or, ni la culture française, ni l'école, ni les transmissions de génération en génération, ni même encore Internet, ne mettent à disposition du savoir concernant la vie de tous les jours avec des situations de handicap, une maladie chronique ou un trouble santé mentale, ou encore le fait d'avoir migré et d'avoir changé de culture et de devoir faire face peut-être à changer d'identité. Aucun savoir n'est mis à disposition qui permette véritablement de penser et de s'adapter à la vie quotidienne dans ces situations rares. Ce qui est transmis aujourd'hui sur ces expériences plus rares est généralement construit d'un point de vue extérieur aux expériences en question. Par exemple, le diagnostic médical est une forme de savoir extérieur à l'expérience. Il existe donc bien des savoirs disponibles par l'entremise d'un médecin, mais le diagnostic, une fois posé,
celui-ci ne donne pas d'indication sur comment faire avec l'expérience rare dans la vie quotidienne. Et le diagnostic désigne plutôt les causes biologiques, il ne désigne pas les causes sociales. Il permet une action de soin, mais pas d'apprendre à faire avec ou d'apprendre à faire mieux avec cette situation rare. Aussi, s'intéresser à ceux qui ont des expériences rares et à ce qu'ils peuvent apporter prend tout son sens dans ce contexte. Qu'est-ce que peut changer le fait d'avoir traversé ou de vivre au quotidien une expérience plus rare lorsque l'on soutient ou on accompagne ses pairs? J'aborderai aujourd'hui 3 points. 1. Les possibles effets de l'expérience rare sur l'écoute et les échanges entre pairs. 2. Les possibles effets de la mobilisation de l'expérience sur la co-construction des savoirs expérientiels individuels. Et 3. Les possibles bénéfices d'une meilleure sémantisation de l'expérience rare pour l'individu concerné. Donc, je vous propose de commencer par les possibles effets de l'expérience rare sur l'écoute et les échanges entre pairs. Avoir une expérience proche de celle du pair qu'on écoute modifie en profondeur ce que l'on comprend de lui pour plusieurs raisons. La première, une contextualisation généralement plus pertinente. La deuxième raison, l'expérience personnelle des stéréotypes stigmatisants relatifs à la situation évoquée, s'il y en a, sont connus et ne seront pas sous-estimés. Et troisièmement, la possibilité de poser des questions et de faire des retours ancrés dans l'expérience existe véritablement. Alors, revenons sur cet effet de contextualisation du rôle du père, une contextualisation qui en général est plus pertinente. Alors, chacun d'entre nous comprend toujours les propos d'une autre personne, à l'aune de ce qu'il connaît déjà, de façon théorique ou par expérience. Nous contextualisons systématiquement les paroles de l'autre, fois de façon pertinente et d'autres fois pas. Avoir une expérience similaire renforce la possibilité de contextualiser de façon pertinente. Par exemple, ce matin, nous avons découvert la compréhension qu'ont Naram Bajour et Fidel Mabanza de leur migration. Auparavant, nous savions quelques éléments sur les situations de migration, bien évidemment. Tout le monde écoute plus ou moins des médias et nous en sommes abreuvés aujourd'hui. Mais vous savez bien aussi que ce matin, nous avons appris beaucoup de l'expérience de l'accueil et de l'hospitalité du point de vue des personnes directement concernées. Et nous avons aussi découvert l'expérience sensible de ne plus être de quelque part. Et nous avons également commencé à explorer ce que c'est que devenir une citoyenne universelle. Ce travail identitaire lié à l'expérience de la migration, du changement culturel, facilement repéré par les personnes qui l'ont vécu. Ces personnes, elles peuvent aisément remettre dans ce contexte les paroles du père qu'ils écoutent. Et cela vaut pour de nombreux autres éléments de contexte. Beaucoup d'entre nous pourraient passer à côté, sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Deuxième chose, donc, la personne qui vit au quotidien une expérience rare, elle en connaît bien les tenants et les aboutissants en termes de stigmatisation et de discrimination, quand il y en a. Ce n'est pas systématique non plus. Cette personne, elle a affronté régulièrement les stéréotypes habituellement mobilisés par les personnes qui ne vivent pas l'expérience, essentiellement. Et le stéréotype est une forme de savoir de la vie ordinaire. Une forme de savoir qui permet notamment de comprendre, de s'orienter et d'agir dans une situation qui n'est pas connue, qui est gênante, dans laquelle on n'est pas à l'aise, dans laquelle on ne sait pas faire. Alors, un exemple de ce type-là de situation, je connais plusieurs personnes qui vivent en fauteuil et qui m'ont déclaré que régulièrement dans leur vie, des passants, des voisins, des commerçants s'adressent à leur auxiliaire de vie, à leur aide humaine, pour demander des nouvelles. Alors, comment va-t-elle aujourd'hui? Comme si elle n'était pas personnellement capable de s'exprimer ou de répondre à la question posée. Aussi, quand ces personnes écoutent leur père, et qu'ils ont vécu cette expérience, peuvent être aisément sensibles à ces signes de stigmatisation et de discrimination de la vie ordinaire,
elles en connaissent intimement l'existence et par suite ont plus de facilité à les repérer quand ils sont exprimés juste à demi-mot. Elles ont des facilités à ne pas les sous-estimer non plus et à ne pas négliger leurs effets à long terme sur l'individu concerné. Enfin, ceux qui ont l'expérience rare, troisième point, ces personnes en connaissent des aspects totalement ignorés par les autres. Au-delà d'une contextualisation plus pertinente, au-delà d'une connaissance fine des enjeux liés à la stigmatisation et la discrimination dans la vie ordinaire quand il y a. Ces personnes peuvent également comprendre différemment l'expérience racontée, car elles ont acquis les repères depuis l'intérieur de l'expérience. Dans le cadre de mon travail, j'ai la chance de pouvoir participer régulièrement à un groupe d'entendeurs de voix. Lors d'une séance, une femme d'une quarantaine d'années évoquait avec terreur la voix d'une petite fille de 6 ans qui la faisait beaucoup souffrir depuis 3 semaines déjà. Devant sa panique, tout le groupe s'était mobilisé pour la soutenir. Et chacun s'intéressait à l'expérience de cette femme et chacun d'exposer des points de son expérience propre en retour. Et tout d'un coup, j'ai eu la surprise d'entendre un homme poser la question suivante: ta voix, est-ce qu'elle parle? J'avais imaginé que par définition, les voix parlaient. En fait, j'ai appris que certaines personnes vivent avec des présences autour d'elles et que ces présences peuvent être appelées des voix. Pour autant, donc ces dites présences, ces dites voix ne parlent pas toujours, ou elles ne parlent pas toujours à la personne, ou elles parlent à d'autres entités. Dans la situation présente, la petite fille de 6 ans ne parlait pas. Elle n'avait jamais parlé depuis 3 semaines, mais elle éprouvait des émotions d'une telle violence qu'elle terrorisait cette femme. Donc, deuxième point, les possibles effets de la mobilisation de l'expérience dans la co-construction de savoirs expérientiels individuels. Alors, lorsque des personnes échangent au sujet de leur expérience rare, lorsqu'elles se reconnaissent réciproquement dans l'expérience de l'autre, alors l'expérience rare, racontée par le père, parle en partie de leur expérience personnelle. Il y a une forme d'écho, de résonance. Or, vivre une expérience rare implique le fait d'avoir peu d'interlocuteurs pour en parler. Traverser une expérience rare suppose également de ne pas être compris sur cet aspect-là par un grand nombre de personnes dans la vie de tous les jours, et notamment des proches. Et enfin, nous l'avons déjà énoncé, vivre une expérience rare a pour conséquence courante d'avoir peu de savoir à disposition, enfin mis à disposition par la société, pour la comprendre finement et pouvoir faire avec de manière confortable et au quotidien. Il y a beaucoup qui reste à inventer concernant la vie quotidienne pour ces expériences rares. Il n'est pas toujours facile pour un individu de discerner et d'exprimer ce qu'il ressent dans le cadre d'une expérience rare, si en face de lui, ses interlocuteurs ne le comprennent généralement pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'a jamais eu d'exemple, il n'a jamais vu de situation où son papa, sa maman, son petit frère, sa maîtresse d'école, ses copains, ses voisins, etc., où ces gens-là se sont exprimés sur une situation similaire et ont mis des mots. Et donc, il n'a jamais pu se saisir des mots pour voir comment ça pouvait fonctionner avec sa propre expérience personnelle. Et donc, il n'a pas appris à utiliser des mots pour mettre en sens l'expérience. Donc, il n'a pas les mots et ça concerne beaucoup d'aspects de son expérience. Et donc, ça, c'est précisément une des raisons de l'utilité des échanges entre pairs. En effet, même si les individus tâtonnent dans leur choix terminologique, si les mots ne sont pas toujours faciles à trouver, même si les mises en récit, quand on raconte sa propre histoire, parfois elles peuvent être laborieuses. Ceci dit, l'écoute régulière de toutes les versions, la mémorisation de toutes ces versions d'expériences rares et similaires permet progressivement de pouvoir mettre en mots et de pouvoir mettre en sens de façon plus précise sa propre expérience, son expérience individuelle. Alors par exemple, lorsqu'une personne est blessée au niveau de la moelle épinière et qu'elle fait sa vie en fauteuil,
Elle peut rencontrer d'autres personnes blessées médulaires. Blessé médulaire veut dire blessé de la moelle épinière. Et avec ces personnes, elle peut évoquer ses sensations dans la partie de son corps qui se trouve sous la lésion. Et en général, c'est un des terrains que j'ai eu l'occasion de faire, il est très difficile de trouver des mots, car les termes à disposition dans le dictionnaire français ne correspondent pas. Il y a plein de sensations pour lesquelles les mots n'existent pas. Aussi, la personne, même si elle a l'occasion d'échanger avec ce sujet avec ses pairs, et à plusieurs reprises ou dans la durée, la première chose qu'elle va pouvoir constater, dont elle va pouvoir se rendre compte, c'est qu'elle n'est pas la seule à éprouver ces sensations. Elle va probablement aussi apprendre que toutes les personnes blessées médulaires ne ressentent pas la même chose et qu'il y a une variété de sensations sous la partie corporelle sous-lésionnelle et que parmi ces sensations, celles qui sont plutôt connues et qui sont plutôt prises en compte, ce sont les douleurs neurologiques. Cette personne, elle va peut-être aussi découvrir que la difficulté à mettre des mots sur l'expérience est partagée par ses pairs. Et puis, chemin faisant, en discutant, une personne blessée médulaire va peut-être tenter une mise en mots approximative, en disant que ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut dire, mais qu'elle ne voit pas comment dire autrement. Et puis, les personnes qui sont en face vont s'en saisir pour réfléchir à leur propre expérience. Donc, les autres vont commencer à comparer avec leur propre expérience. Alors, est-ce que ce mot convient ou pas pour qualifier leur propre expérience? Est-ce que cette signification, ce que signifie ce mot, est-ce que ça c'est pertinent pour parler de mon expérience? Est-ce que j'ai le même ressenti ou est-ce qu'il faudrait que je trouve un autre mot? Donc, ça permet de commencer à mettre en signification, c'est-à-dire sémantiser l'expérience. Et puis, la conversation s'enchaîne et en retour, les pairs vont partager leur expérience des sensations dans la zone corporelle sous-lésionnelle. Et chacun va nous donner un peu ses exemples. Et là, un processus de réflexivité s'engage. Chacun essaye de mieux comprendre sa propre expérience à partir du récit qui est fait de celle de ses pairs. Alors, ça va donner plein de questions, comme est-ce que je ressens une sorte de fourmillement comme un tel, ou plutôt un picotement comme tel autre, ou bien est-ce que c'est une sensation d'électricité? Et puis, cette sensation, est-ce qu'elle apparaît dans telle ou telle zone du corps, ou bien est-ce qu'elle apparaît uniquement et dans toute la partie sous-lésionnelle? Est-ce qu'elle apparaît à des moments précis de la journée? Ou bien est-ce qu'elle apparaît à des périodes de l'année? Est-ce que c'est en lien avec le froid, le chaud, l'été, l'hiver? Ou bien est-ce que c'est complètement aléatoire, etc., etc. Donc, chemin faisant, il y a une sémantisation qui est en cours. En plus de tout cela, l'échange autour des expériences rares entre pairs produit ce que j'appelais tout à l'heure un effet de résonance. C'est-à-dire que l'évocation d'un père, enfin, l'évocation de son souvenir, de ce qu'il a vécu, va stimuler la mémoire des autres, et réciproquement. Quand les autres vont parler, ça va stimuler la mémoire du premier et de tous ceux qui écoutent. Alors, plusieurs vont se rappeler avoir vécu quelque chose de similaire. Et alors que quelques minutes auparavant, les souvenirs étaient tout à fait enfouis, bien hors de la conscience et complètement inaccessibles à la seule volonté, ils étaient tout à fait oubliés, et bien là, progressivement, les souvenirs vont remonter à la surface. Et semaine après semaine, échange après échange, il y a de plus en plus de souvenirs, d'expériences rares qui vont remonter et qui vont donc pouvoir être travaillés. Donc, échanger entre pairs autour d'expériences rares permet aussi de se rappeler de temps entier de vécu par résonance avec les propos de l'autre. Les souvenirs de plus en plus nombreux vont être mis à disposition et vont pouvoir être sémantisés. Ils vont pouvoir être mis en signification. Comprenant plus précisément ce qu'ils ressentent, il devient possible pour certains d'entre eux d'utiliser donc finalement ces nouvelles significations, c'est-à-dire des savoirs qu'ils ont produits sur l'expérience par la réflexivité, par l'expérience, par la réflexivité, par la résonance, par la sémantisation. C'est surtout la sémantisation qui produit la construction de savoir. Donc, il leur devient possible d'utiliser ces savoirs expérientiels et de trouver des solutions à des problèmes de la vie ordinaire. Pour certains, ça devient possible. Et par exemple, des blessés médulaires savent que lorsqu'ils ressentent un certain type de tension dans le bas du ventre, ou certains picotements, ou certains fourmillements, ils savent qu'il est temps d'aller uriner. À ce stade,
même si les échanges sont collectifs, les repères construits sont essentiellement individuels. Ils permettent de mieux comprendre son expérience et permettent aussi de mieux se comprendre soi-même. Les pairs, donc, n'échangent pas seulement des trucs et astuces, ils font beaucoup plus, ils sémantisent l'expérience rare. Écouter les autres raconter comment ils se débrouillent avec l'expérience rare apporte aussi des idées à tester, des variantes à explorer. Ça peut être utile. Mais cependant, c'est avant tout ce travail de sémantisation qui est souvent invisible aux yeux même des pairs, tellement il est lent, tellement il s'étale sur des semaines, des mois, parfois des années. Mais c'est ce travail de sémantisation qui est au cœur d'une co-construction des savoirs expérientiels qui sont sur mesure et qui sont également ancrés dans la perspective de la personne directement concernée. C'est elle qui s'est approprié les différentes significations des autres et qui a vu comment elle pouvait les articuler avec sa propre expérience. Donc c'est complètement intégré à sa propre expérience. Et donc, une personne peut découvrir que son ressenti est plutôt une tension et qu'il apparaît environ 5 minutes avant le déclenchement d'une miction. Et puis d'autres ne trouveront aucun signe dans leur expérience et renonceront à sémantiser par cette voie. Par contre, ces mêmes autres vont peut-être découvrir dans l'expérience d'un autre pair d'autres aspects intéressants et par exemple, ils pourront mieux gérer les escarres ou encore les transferts au fauteuil-voiture. Troisième point, les bénéfices possibles d'une meilleure sémantisation de l'expérience rare pour l'individu. Autrement dit, les bénéfices possibles de la co-construction des savoirs expérientiels individuels. Donc, il s'agit d'une co-construction, puisque ça se fait entre pairs, de savoirs expérientiels qui, eux, sont individuels. Tout le monde n'a pas les mêmes en sortant du groupe ou en sortant de longs échanges sur plusieurs années. Les savoirs expérientiels personnels, individuels, sont donc très couramment co-construits dans les échanges entre pairs. L'expérience des uns contribuant à la sémantisation des autres et réciproquement. Il y a donc vraiment une égalité et un échange à égalité. Tout le monde reçoit, tout le monde donne. C'est même très facile. Pourquoi? Parce qu'il suffit de parler de ses souvenirs et d'être le plus précis possible, simplement. Il est difficile de progresser tout seul dans la construction de ces savoirs expérientiels. Et ce fait vaut globalement pour tous, pour chacun d'entre nous en fait, que nous ayons vécu des expériences rares ou pas. En effet, d'ordinaire, pour ceux qui ne vivent pas des expériences rares, nous nous appuyons sur nos apprentissages effectués dès la petite enfance pour comprendre le monde. Mais ces savoirs expérientiels de chacun d'entre nous, ils ont donc été construits à partir des mots. Les mots ont été trouvés à partir d'expériences, des expériences et des savoirs qui ont été créés par d'autres individus et souvent par les générations antérieures et voire même par la culture qui date de quelques centaines d'années et qui se transmet tout en changeant, etc. Autrement dit, personne ne construit ses savoirs expérientiels seul. Ça n'arrive jamais. Ou très, très exceptionnellement et sur des petits pans de réalité seulement. Donc, se pencher sur les expériences rares entre pairs permet justement de pouvoir s'appuyer sur une communauté comme tous les autres font avec la société et la culture dans laquelle ils vivent. Et ça permet de progressivement mieux comprendre ces expériences rares, mais aussi de mieux comprendre ses pairs et également soi-même. Cela peut produire plusieurs effets. Il y a d'abord la possibilité d'être reconnu. La reconnaissance est quelque chose d'important. Mais là, de ne pas être reconnu comme différent des autres, de ne pas être reconnu du côté de l'altérité, mais d'être reconnu comme père, bien sûr, mais surtout d'être reconnu pour la valeur et la portée de son expérience rare. Parce que les pères comprennent l'expérience rare, ils en mesurent la valeur et la portée. C'est parce qu'ils ont vécu cette expérience qu'ils peuvent apporter cette reconnaissance spécifique. Ils savent ce qu'il en coûte et ils mesurent combien de trésors d'énergie et de pugnacité il faut pour faire face seul ou même à quelques-uns entre pairs face à une situation rare. Autrement dit, seuls les pairs peuvent apporter une reconnaissance de l'intérieur de l'expérience. Ensuite,
Le fait de mieux comprendre ses pairs et dans le même mouvement de mieux se comprendre soi-même permet de sortir de l'isolement de celui qui est différent et incompris. Ce n'est pas seulement ne plus être seul face à la situation rare, c'est surtout être ensemble dans une situation rare. C'est avoir des interlocuteurs avec qui parler. Pouvoir écouter les expériences de ses pairs, évoquer les siennes régulièrement, génère au fil du temps le sentiment de se comprendre réciproquement, de plus en plus finement, d'aller de plus en plus loin, et même d'avoir peut-être créé un peu de sens commun dans tout ça. Et c'est très rassénérant. L'individu peut s'appuyer sur ses expériences d'intersubjectivité, se comprendre réciproquement de l'intersubjectivité, pour se rassurer lui-même. Ce qu'il vit peut avoir du sens pour certains autres. Et nombreux sont ceux qui profitent de ces moments de répit entre pairs, enfin être compris, pour pouvoir ensuite mieux investir leurs autres relations. Décrypter de façon plus fine la situation rare dans laquelle on se trouve est favorable à l'empowerment de la personne. Mieux se déchiffrer, mieux appréhender son environnement donne la possibilité de se positionner face à la situation rare. Car plus on sémantise, plus on découvre des options et plus on maîtrise aussi les tenants et les aboutissants de chacune des options, puisque d'autres les ont expérimentées. Donc, on commence à se faire des idées un peu plus sérieuses sur ce qu'il est possible de faire ou pas. Et puis, d'autres options, on le sait, seront peut-être découvertes plus tard, au fur et à mesure des échanges entre pairs. Ainsi, la personne trouve progressivement des moyens ou des idées pour reprendre en main sa situation et surtout moins la subir. Ça peut améliorer bien sûr l'estime de soi, la confiance en soi, mais cela permet tout d'abord de faire baisser l'anxiété et un retour de l'espoir, comme Paul Fabien Groult nous en a parlé ce matin. Cette co-construction des savoirs expérientiels individuels alimente aussi un processus de changement personnel. Mieux se comprendre revient aussi souvent à se voir autrement. Le groupe ou le pair, par leur retour régulier, peuvent également alimenter un processus d'intériorisation de nouveaux jugements, et en général de jugements beaucoup plus positifs. Le travail sur les émotions nécessaires pour pouvoir rencontrer, accompagner ou soutenir ses pairs dans la durée, qui a été évoqué par Samir Boudrahem, participe de ce processus de réaménagement identitaire. Et je vais vous donner un exemple. Dans un groupe de personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale au quotidien, je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup frappée. C'est une femme, que je connais bien maintenant, qui a écouté pendant des mois et des mois ses pairs, en tout cas ceux qui parlaient des situations d'emprise avec des individus dont il serait probablement possible de les qualifier de perverses narcissiques. Cette personne, elle a régulièrement posé des questions. Et puis, tout d'un coup, sans prévenir, du jour au lendemain, elle nous dit dans le groupe qu'elle venait de comprendre pourquoi son père l'humiliait régulièrement, pourquoi il lui faisait toujours des reproches, pourquoi il la grondait tout le temps. Et elle venait de comprendre que ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas de valeur. C'était parce que du haut de ses 4 ans, elle avait réussi à maintenir une distance entre lui et elle. Et si sa sœur, au contraire, était souvent choyée, si elle était souvent prise dans les bras, c'était parce qu'elle était l'objet sexuel de ce père incestueux. Cette femme a alors révisé complètement sa façon de se voir. Et même si elle a aujourd'hui toujours du mal à se donner de la valeur, parce qu'on ne change pas les effets d'une socialisation longue de plusieurs années en un coup de baguette magique, elle est maintenant convaincue qu'elle a une force de caractère et beaucoup de courage pour avoir réussi à faire face à cette situation si jeune. Alors, pour conclure, accompagner ou soutenir ses pairs en tant que père nécessite d'abord traverser des expériences et d'être prêt à les partager. Toutes les personnes détentrices d'expériences rares ne souhaitent pas rencontrer leur père. Et cette position est tout à fait légitime et à respecter. D'autres, au contraire, s'inscrivent ou souhaitent s'inscrire dans des relations de pairs pour ce qu'elles apportent, pour ce qu'ils peuvent y donner. La récente montée en puissance de la reconnaissance du soutien de l'accompagnement par les pairs
a propulsé sur le devant de la scène de nombreux débats. Et l'un d'entre eux retient tout particulièrement notre attention aujourd'hui. Doit-on professionnaliser les pères accompagnants? Doit-on former les pères? Ou les pères sont-ils compétents du simple fait de leur expérience de vie? C'est un peu l'objet de notre journée d'études. L'expérience rare est essentielle pour nouer des relations de périté. Sans expérience rare, il n'y a pas de relation de périté comme je viens d'en parler. Pour ceux qui ont des expériences standards, ordinaires, plutôt communes, on va dire, eh bien, en fait, la culture, l'école, leur famille, les milieux sociaux fréquentés ont permis de sémantiser l'expérience, ont permis de comprendre ce qu'ils vivaient, et la sémantisation est suffisamment fine, les savoirs expérientiels sont suffisamment fins pour qu'ils puissent se débrouiller dans leur vie ordinaire facilement. Mais dans le cas de l'expérience rare, si elle permet de nouer des relations de périté, ceci dit, elle n'est pas suffisante pour être compétente pour accompagner et soutenir ses pairs. Elle est importante, mais c'est pas la seule chose dont on a besoin. Et par exemple, il y a certaines personnes qui entretiennent spontanément des liens d'horizontalité avec leur père et où la réciprocité est possible. Mais j'en ai observé d'autres qui veulent absolument interpréter l'expérience de l'autre, qui veulent imposer leur point de vue. Et ces derniers, ils ne s'identifient pas du tout à l'expérience de l'autre, mais ils veulent que l'autre s'identifie à eux, et non pas du tout à leur expérience d'ailleurs. Dans ce sens-là, ces personnes ne sont pas pairs, ils n'établissent pas de relation pair à pair, même s'ils ont traversé des expériences rares. Donc, avoir traversé une expérience rare est très important, c'est absolument indispensable pour être pair, mais en même temps, ça ne suffit pas. Alors, nous l'avons vu, l'expérience rare et similaire est primordiale pour ouvrir plusieurs possibilités. 1. La capacité de contextualiser généralement de manière plus pertinente les propos du père. La contextualisation plus pertinente, c'est important. Deuxièmement, le fait d'avoir l'expérience personnelle des stéréotypes stigmatisants et discriminants relatifs à la situation évoquée, quand il y en a, ce n'est pas toujours le cas, évitera probablement de dénier la stigmatisation ou de la sous-estimer dans ses effets. C'est un deuxième point important, une deuxième possibilité qui est facilement ouverte. Et la troisième possibilité, c'est celle de poser des questions ou de faire des retours qui sont ancrés depuis l'intérieur de l'expérience. Sans expérience rare, on ne peut pas faire des retours et poser des questions depuis l'intérieur de l'expérience. Donc ça, c'est absolument primordial. Autre chose, partager l'expérience rare avec ses pairs ouvre à la mise en mots et en signification de l'expérience, à sa sémantisation plus aboutie, et donc à la co-construction de savoir expérientiel. Ces échanges stimulent la mémoire, il n'y a que l'évocation de la situation rare qui permet ça, et permettent donc la remontée à la conscience des souvenirs nécessaires à ce travail de sémantisation. Ensuite, ces échanges permettent et engagent une réflexivité plus ou moins importante selon les personnes, ça dépend, mais ceci même si les personnes écoutent seulement, sans contribuer aux échanges. Il n'y a pas besoin de parler pour sémantiser. Il suffit juste de se saisir des échanges et de voir, avec sa propre expérience, ce que ça la permet de comprendre. Je connais des pairs qui participent toutes les semaines à un même groupe et qui prennent la parole que 3 fois par an. Ça n'empêche pas que quand ils prennent la parole, ils ont beaucoup de choses à dire. Et c'est très intéressant. Ensuite, être détenteur d'expériences rares rend possible une reconnaissance du père et de ce qu'il a véritablement traversé depuis l'intérieur de l'expérience similaire, et non pas d'un point de vue extérieur. Ça ouvre la porte à un être ensemble face à l'expérience rare. Ça rend possible également la construction d'un peu de sens commun entre pairs. C'est rassénérant pour les personnes de participer à une relative intersubjectivité, d'avoir le sentiment de se comprendre réciproquement. Et enfin et surtout, cela permet de changer le rapport à soi-même, de se voir autrement et de transformer le rapport à l'expérience en ayant davantage de pouvoir sur elle. Aussi, l'expérience rare, sa mobilisation dans les relations de périté et sa sémantisation qui produit des savoirs expérientiels
apporte donc considérablement aux accompagnements et soutiens pratiqués. Si l'expérience de vie n'est pas suffisante, elle est incontournable pour produire les effets que nous venons d'énoncer et d'autres encore. En ce sens, avoir traversé une expérience rare contribue réellement à qualifier les personnes à l'accompagnement ou le soutien par les pairs. Si l'expérience rare n'est pas directement une compétence, sa mobilisation, sa sémantisation, les savoirs expérientiels qui en découlent construisent la spécificité de l'intervention par les pairs. En effet, sans expérience rare et similaire, sans leur mobilisation et sans leur sémantisation, les accompagnements pratiqués pourraient ressembler à ceux des travailleurs sociaux ou bien à ceux de psychologues ou encore à des coachs, etc. Et ça varierait en fonction des compétences de chaque individu. Si c'est une intervention de pair, alors véritablement il se joue ce qui s'appelle la pairité et qui suppose une forme de mobilisation de l'expérience, de sémantisation de l'expérience, de co-construction de savoir expérientiel. Et ça veut dire donc qu'il ne suffit pas de mettre en coprésence des personnes qui ont vécu des expériences rares et similaires pour que des relations de pair à pair s'établissent et pour que les effets de la relation de pairité soient effectifs. Faut-il que ce travail de réflexivité, de sémantisation, de co-construction, tout ça, se mette en œuvre? Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que nous faisons donc face à des liens sociaux très spécifiques et qui ne sont pas exactement de la fraternité, qui ne sont pas tout à fait de la, ou pas seulement de la solidarité, qui ne sont pas tout à fait de l'amour, ou que sais-je encore. Il s'agit de liens de pairité, P-A-I-R-I-T-E, qui, donc ces liens, ancrés dans la reconnaissance réciproque de l'autre. C'est parce qu'ils sont ancrés dans la reconnaissance réciproque des pairs qu'il est possible de créer des liens de pairité, pardon. Donc ces liens de pairité ouvrent un espace d'échange distinct, différent, qui est caractérisé par l'expérience de sentiments d'égalité, de confiance, de proximité, d'intimité. Et puis on en a déjà beaucoup parlé en 2018. Donc je vous renvoie à notre blog et à la page où tous les résultats sont, le post, donc sur notre blog. Donc toute cette expérience avec tous ces sentiments, voilà, donc déjà été travaillée. Mais les liens de pairité permettent aussi de prendre des risques et de prendre le risque d'explorer en profondeur et de tester les significations à attribuer aux expériences rares vécues, même si ces expériences sont terrifiantes. Et la femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été terrorisée pendant à peu près 6 semaines par la voix d'une enfant de 6 ans qui ne parlait pourtant pas, a fini au bout de 6 semaines par trouver une solution et par comprendre ce qu'elle pouvait appréhender de cette situation pour qu'elle s'arrête. Et ce qu'elle a appris, c'est à mettre des limites. Elle a appris à mettre des limites et donc à ne pas se laisser envahir par les émotions des autres. Et ça lui a permis de se détacher de toute cette présence qui la terrorisait au quotidien. Mais c'est une vraie prise de risque que d'affronter quelque chose qui produit de la terreur sur vous. Donc voilà, les liens de pairité, pardon, je dois être fatiguée, permettent de prendre ce risque, d'explorer en profondeur, même quand l'expérience peut être vécue comme tout à fait terrible. Ça permet une deuxième chose, ça permet de recevoir des feedbacks, des retours, des commentaires qui sont pertinents pour la raison qu'ils sont fondés également dans l'expérience rare similaire. C'est le seul espace social où on peut avoir en retour des commentaires de la part de ceux qui vivent l'expérience. Enfin, la troisième chose que permet le lien de pairité, c'est bien sûr de sémantiser son expérience. Je suis beaucoup revenue, de co-construire les savoirs expérientiels individuels et de trouver des façons de faire avec l'expérience rare qui conviennent, qui soient sur mesure pour l'individu. Voilà, donc l'expérience rare est un terreau favorable, indispensable à la construction des savoirs expérientiels individuels. En cela, cette expérience rare, elle est nécessaire pour pouvoir développer certaines compétences utiles à l'accompagnement et au soutien par les pairs. Et par exemple, il n'y a que quand on a une expérience rare et qu'on expérimente le soutien ou l'accompagnement par les pairs qu'on a l'occasion d'apprendre à faire avec l'effet de résonance.
ou c'est aussi l'occasion d'apprendre à décrire son expérience très finement. On fait rarement ça dans la vie ordinaire. Donc, il y a tout un tas de compétences qui se développent progressivement du fait de pratiquer l'exercice, d'échanger entre pairs. Mais il y a d'autres compétences qui sont néanmoins indispensables à acquérir également et qui relèvent souvent de compétences en matière de posture relationnelle. Par exemple, savoir ne pas interpréter l'expérience rare à la place de son détenteur. Savoir accepter des cadres d'interprétation variés, voire même accepter que l'autre pense son expérience rare à travers, je ne sais pas, la religion, la psychanalyse, la politique, qu'importe, hein, même si pour soi, c'est tout à fait inacceptable. Savoir appliquer une éthique d'empowerment et d'autodétermination. Ce n'est pas nécessairement inné, même si on a une expérience rare, ce n'est pas corrélé à l'expérience rare, et probablement que pour être dans une relation de pair qui soit bien favorable, le mieux probablement est, pour ceux qui n'ont pas acquis ce type-là de compétences, de les acquérir en complément. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je suis intéressée par un échange avec vous.